vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre Ivoire TV. Merci de suivre votre télévision. Ce soir, bien sûr, nous avons avec nous, comme j'ai l'habitude de dire, des Ivoiriens qui vont se parler, qui vont s'entretenir, qui vont parler de notre Côte d'Ivoire. J'ai monsieur Kokoranzi. Bonsoir, monsieur Kokoranzi. Voilà, M. Kokoranzi va nous rejoindre tout à l'heure. Bien sûr qu'avec M. Kokoranzi, nous avons M. Sébastien Niaoré. Bonsoir, M. Sébastien Niaoré. Bonsoir, monsieur. Voilà, avant que la régie ne rattrape M. Kokora, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Eh bien, je suis Sébastien Niaoré. Je suis chargé de communication pour le compte du Fonds populaire ivoirien. Je suis basé au Royaume-Uni. Voilà, merci d'avoir accepté cette invitation. Jérôme, tu peux me rappeler, je ne vois plus. Oh my God. C'était un vrai plaisir. Nous allons parler de la crise politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La régie est en train de faire mains et pieds pour nous ramener M. Kokora. Nous allons parler de la crise politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec bien sûr tout ce qui a tourné autour. Donc, M. Kokora va nous rejoindre d'un instant à l'autre. Monsieur Sébastien Niaoré, que vous voyez sur votre écran maintenant, il est chargé de communication du FPI et Monsieur Niaoré vit bien sûr en Angleterre. Voilà. Monsieur, merci beaucoup. Je voudrais remercier la régie qui fait mains et pieds. Ce n'est pas facile, mais je voudrais remercier la régie qui fait mains et pieds. Alors, Monsieur Kokoranzi, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Et tout à l'heure, Monsieur Niaoré, nous allons repartir. Monsieur Kokoranzi ne vous a pas entendu tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez vous représenter, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Bonsoir à tous vos auditeurs. Je suis Sébastien Niaoré. Je suis chargé de communication pour le compte du Fonds populaire ivoirien au Royaume-Uni. Merci beaucoup, monsieur Niaoré. Monsieur Kokora, pouvez vous présenter? Ok, bonsoir à vous, bonsoir monsieur Niaoré, à tous les téléspectateurs, bonsoir à vous, monsieur Germain. Donc, je suis Kokora Nzé, chargé de communication et porte-parole adjoint du RHDP aux États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup, monsieur Kokora. Monsieur Kokora, ce qui nous réunit ce soir sur ce plateau, c'est bien sûr, on n'en finira jamais d'en parler, ce sont les élections du 31 octobre et surtout tout ce qui a tourné autour des élections avec ce que nous avons connu, mort d'hommes s'en est suivi, c'est de tout ça que nous allons parler. Et puis, à la fin, comment est-ce que les Ivoiriens pourront revenir à dialoguer, à se serrer la main et à parler le même langage. Alors, M. Kokora, de manière succincte, est-ce qu'on peut déjà faire un éventail sur les élections de manière très succincte pour qu'on arrive véritablement aux différents aspects de cette rencontre de ce soir? Ok, encore une fois, merci. Effectivement, le 31 octobre 2020, nous avons eu donc les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. D'abord, vous me permettrez donc de saluer le peuple de Côte d'Ivoire, donc dans son immense majorité, qui a fait échec donc au projet funeste donc de l'opposition, qui avait voulu coûte que coûte empêcher les élections de pouvoir se tenir le 31 octobre 2020. Ce peuple a fait échec donc à ce projet terroriste orchestré par l'opposition, et nous avons eu donc une élection le 31 octobre 2020. Nous dénonçons et nous condamnons tous ces morts occasionnés donc à cette opposition qui visiblement était dans une posture donc, de terroriste, antidémocrate. Et nous avons eu les élections. Ces élections ont été certifiées et validées par l'ensemble de la communauté internationale avec les 14 000 observateurs qui étaient présents sur le territoire ivoirien. Et donc, nous sommes satisfaits globalement donc, du déroulement des élections
Parce que ce qui avait été prévu n'est que la face, ce que nous avons vu n'est que la face visible de l'iceberg, donc qui avait été préparée par des gens depuis Paris, en connivence avec des gens en Côte d'Ivoire, tels que M. Guillaume Soro, qui avait déjà dit en 2019 que la Côte d'Ivoire allait brûler. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas brûlé, c'est vrai. Nous dénonçons 87 morts, c'est un peu trop, c'est beaucoup trop. Mais nous disons que tous ceux qui ont orchestré ces crimes odieux paieront donc de leurs actes devant la justice. Et donc, nous saluons le peuple de Côte d'Ivoire et l'État de Côte d'Ivoire et tous les amis, tous les pays frères donc, qui ont participé, qui nous ont aidés à passer ce tournant décisif, donc qui était craint par tous, vu donc la psychose donc, qui avait été créée et entretenue par cette opposition. Merci beaucoup, M. Kokora. Monsieur Niaouré, voilà, comme je dis tout à l'heure, on fait un super truc sur les élections du 31 octobre. Alors, je ne parlerai pas un peu comme M. Kokora. Je suis un peu à bout de souffle d'entendre cette récitation parce que la nouvelle génération que M. Kokora représente pour la Côte d'Ivoire, j'aurais voulu entendre effectivement des choses un peu plus sensées, des choses, des commentaires, je ne parlerai pas de commentaires, mais plutôt des appréciations un peu plus sensées que de parler d'un troisième mandat ou alors d'une élection en Côte d'Ivoire le 31 octobre et déjà de situer les responsabilités et de connaître les commanditaires de tous les morts et qu'on en soit encore là. Pour moi, c'est affligeant. J'aurais vraiment souhaité entendre le frère, M. Kokora, me dire nous avons connu le chaos, nous sommes encore dans le chaos, nous voulons que les enfants de la Côte d'Ivoire se retrouvent et qu'on se parle ouvertement et constitue les responsabilités ensemble parce que nous sommes Ivoiriens avant tout, nous avons le devoir et l'obligation de vivre ensemble. Et donc, dans cette quête perpétuelle du vivre ensemble, il va falloir éviter de situer, de stigmatiser, de pointer du doigt et déjà de condamner certains Ivoiriens parce que ces Ivoiriens ne pensent pas comme eux. Je trouve cela affligeant. Pour moi, le 31 octobre, il y a eu un passage en force pour un troisième mandat qui est planifié depuis 2015 et que, voilà, ces Ivoiriens qui ne pensent pas comme le RHDB, qui a maigri et qui est devenu RDR, enfin le RDR qui se donne une stature de parti politique qui fait semblant d'avoir d'autres partis autour de lui, c'est quand même dommage que le RDR en soit encore au niveau de la violence, en soit encore à la barrière au dialogue et au vivre ensemble. Je suis très désolé de voir cela. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Kokora, c'est vrai qu'il y a eu, après les élections, le 20 septembre dernier, il y a eu un appel à la désobéissance civile, ce qui a occasionné certains décès en Côte d'Ivoire. Selon vous, est-ce que l'opposition a bien ciblé son tir? Donc, Monsieur Germain, vous remarquerez très bien, vous l'avez si bien dit, quand j'ai essayé donc de citer les responsabilités, vous-même en tant que journaliste, tout à l'heure, vous venez donc de reconnaître que c'est l'appel donc de l'opposition à empêcher les élections, donc qui a entraîné donc des violations graves des droits de l'homme, allant jusqu'à assassiner des gens, couper des bois pour les mettre sur la route, donc pour provoquer des accidents inutilement et gratuitement, pour amener donc des concitoyens à mourir. Et ça, ce n'est pas acceptable. Quand M. Niaouré dit que je devais donc être circonspect et ne pas essayer de situer les responsabilités, mais dans un premier temps, M. Niaouré, si les uns et les autres s'étaient mis dans la poursuite d'aller aux élections, et que même si vous ne voulez pas aller aux élections, mais vous n'avez pas le droit d'empêcher les élections de pouvoir se tenir. Tout à l'heure, vous avez dit que quand des gens ne sont pas d'accord avec le RHDP, donc ils sont traités d'une autre manière. Mais c'est ce que vous faites. Vous n'êtes pas d'accord avec le processus électoral. Nous sommes d'accord avec vous que vous ne soyez pas d'accord avec le processus. Mais c'est quel droit qui vous permet d'empêcher les élections donc, du pouvoir donc se tenir et d'empêcher d'autres citoyens donc d'exprimer leurs droits de vote? Voilà pourquoi j'ai dit, vous vous comportez comme des terroristes. Parce que le principe du terrorisme, c'est quoi? Vous avez des gens qui pensent que leur religion est la meilleure
et tous ceux qui ne sont pas dans cette religion doivent mourir. Et à partir de ce moment, ils posent des actes pour tuer ceux qui ne pensent pas comme vous. Mais c'est comme ça que vous vous comportez. Parce qu'on ne peut pas accepter que M. Niaouro dit qu'il n'est pas d'accord avec le processus électoral, que quelqu'un aurait violé la Constitution. C'est ton droit de le penser, c'est ton droit donc de ne pas prendre part aux élections. Mais Kokora qui pense autrement et qui dit je dois aller voter, vous coupez des bois, vous barrez donc les voies, vous empêchez le matériel électoral donc de pouvoir être déployé sur le territoire et vous dites que c'est nous qui condamnons ceux qui ne pensent pas comme nous. Non, cher ami, en 2000, M. Gbagbo, M. Gueye et d'autres ont été acceptés par aux élections. Nous avons été donc injustement été exclus de cette élection. Mais M. Niaouré, est-ce que vous avez vu un militant du RDR ou bien du PDCI-RDA aller empêcher d'autres citoyens donc d'exprimer leur droit de vote ou de brûler, de casser, de mettre des bois sur les routes pour provoquer des accidents gratuitement et inutilement? Vous êtes d'accord, M. Niaouré, que cette jeune dame, à Kwasi Kuro, qui devait accoucher, qui a eu des difficultés suite à un accouchement et qui devait se rendre à Boaké pour des opérations beaucoup plus poussées, et que parce que vous avez coupé des bois pour barrer les voies, pour faire droit à vos revendications, cette dame n'arrive pas à atteindre l'hôpital, elle meurt. Au nom de quoi on peut considérer que les actes que vous avez posés, donc on doit les voir autrement, on doit les apprécier sous un autre angle. Ce que nous disons, c'est que, voilà, 30 secondes, ce que nous disons, c'est que malheureusement, les actes que vous avez posés, ce sont des actes de type terroriste, donc qui a provoqué une situation grave dans notre pays. Et nous disons, les enquêtes sont en cours. Je n'ai pas dit que M. Niaouré est responsable, mais j'ai dit ce que nous avons vu a fait suite à l'appel donc de cette opposition. Donc les premiers responsables donc de ce que nous avons connu, avant même une enquête, mais pour le citoyen lambda que je suis, mais j'ai entendu les propos d'Afingissa, j'ai entendu les propos de Guillaume Soro, qui avait dit qu'il fallait empêcher par tous les moyens. Je pense que les 30 secondes sont passées, donc M. Kokora va s'arrêter. Qu'est-ce que vous entendez par tous les moyens? Voilà, il faudrait qu'on soit discipliné dans ce débat. Monsieur Kokora, oui, je vous sens... Je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Niaouré, mais voilà, ce n'est pas moi qui fais le timing. Ce n'est pas lui le journaliste, mais c'est lui qui veut contrôler. C'est la régie qui s'occupe du temps. Ne vous en faites pas. Si d'aventure, je voudrais juste faire une proposition. M. Kokora, il doit vous rester 5 secondes, on va vous donner 5 secondes. OK. Voilà, c'est non, je dois finir à mes 5 secondes. Donc, je disais voilà, si d'aventure, la situation... M. Niaouré, si d'aventure, votre co-débatteur, panéliste va au-delà des 3 minutes, 30 secondes, on vous donne le même nombre de temps. Voilà, on vous donne le même 30 secondes. Voilà, je crois que le temps, c'est pour ça que je dis vous pouvez faire un set timing, voilà, pour contrôler ici. Voilà. 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 Okay. Allez-y, M. Kokora, pour vos dernières 5 secondes. Donc, rapidement, pour conclure en 5 secondes, j'ai dit ce que l'opposition a fait n'est pas acceptable. On ne peut pas, au nom donc d'une certaine revendication, entraîner des morts gratuitement de jeunes personnes dans notre pays. Voilà, et nous disons que ces actes doivent être dénoncés. M. Kokora, merci beaucoup. Monsieur Niaouré. Voilà. Monsieur Niaouré, vous pouvez rebondir un peu sur la question? Oui, je venais à ce débat, dans mon esprit, je venais pour éclairer. Quand je viens à un débat sur une chaîne comme la vôtre, moi, ma première intention, c'est d'enseigner, c'est d'éclairer, c'est d'aider les autres à comprendre. Je ne viens pas pour réciter. Et je vais demander à mon frère Kokora de sortir un peu des récitations et de revenir à la réalité du terrain. La réalité du terrain, il y a eu des morts. Mais ces morts-là résultent d'un passage en force, de la violation de notre constitution. La constitution ivoirienne ne comporte en lui aucun décret, aucun verset, aucun article qui dit que un président élu une fois peut être élu une deuxième fois. Alors, si M. Kokora a une bonne lecture de notre loi fondamentale, je voudrais qu'on sorte un peu des récitations, des litanies soyons un peu plus responsables. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire est un peu plus sérieux que les petites récitations de Classroom. Donc, je vais dire à mon frère Kokora, suite à une parodie d'élection, il a été traumatisé par une dame qui devait accoucher. Mais j'entendais que le frère Kokora parle au moins d'un Ivoirien, d'un jeune Ivoirien, père d'un gamin qui a été décapité. Quand je dis décapité, je ne dis pas décapité accidentellement, mais volontairement
Et sa tête, c'est-à-dire la tête comme celle de Kokora, là, elle a servi des ballons de football. Ça ne l'a pas choqué, mais il est plutôt choqué qu'un arbre soit à travers une route et qu'une femme n'ait pas accouché. Alors, moi, je vais inviter les gens du RDR à sortir un peu de leur bulle. La Côte d'Ivoire, elle est une. C'est 322 000, plus de 322 000 km². Alors, quoi, soit ils nous disent, nous, dans notre secte RDR, nous avons élu notre président qui s'appelle Assane Dramane Ouattara, et c'est pour nous. Et puis, on brime tous ceux qui ne pensent pas comme nous, comme c'est le cas en ce moment. Soit ils disent, mais le passage en force d'Alassane Ouattara a causé ceci, des morts, a traumatisé des milliers d'Ivoiriens. Mettons-nous ensemble, essayons de voir où nous avons fait faux. Mais si vous avez remarqué, depuis 2010 à aujourd'hui, le RDR et ses sbires et ses milices, ils n'ont jamais commis d'erreur. C'est eux qui ont toujours raison jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce possible qu'un parti, un groupe de personnes peut avoir raison tout le temps sur le reste de la Côte d'Ivoire? Moi, je cherche à comprendre. Donc, que le frère Kokora se dise que nous, on vient peut-être, c'est le débat, hein, mais dans le débat, on ne vient pas pour vaincre, on vient pour convaincre. Et pour convaincre, prenons les choses qui sont concrètes. Alors, qui m'explique un peu la décapitation de ce jeune frère, comment il explique ça, comment lui il a vécu ça, et qu'est-ce qu'il entend quand il parle des enquêtes qui sont en cours. Les enquêtes de 2010, Alassane Ouattara de sa propre bouche l'a dit, hein, qui sont engagées depuis avec la CDVR. Ces enquêtes-là sont encore en cours. Nous sommes en 2020, 10 ans plus tard. De quoi parle-t-il ce frère? Soyons sérieux. Le problème de la Côte d'Ivoire est très sérieux. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Non. Je lui pose la question qu'il utilise mon temps. Oui, monsieur Kokora. Il a commencé à 7, il est 11. Qui m'explique un peu comment lui l'a vécu. On va pas s'attarder. Il a commencé à 7, moi j'ai noté. Il a fini lui attend qu'il ne voit rien. Si j'ai noté, non, je peux. Bon, c'est pas important. Bon, je pense que, allons dans le fond du problème. On ne va pas s'attarder sur. Oui, monsieur Kokora, monsieur Niaouré vous a posé une question à laquelle, bien sûr, nous attendons tous des éléments de réponse. Ok, je vais faire l'effort de répondre à sa question, mais je rappelle à toute fin utile que ce n'est pas lui le journaliste, ce n'est pas lui de poser des questions, mais je vais lui faire plaisir. Il me dit qu'il y a un jeune qui a été décapité. J'ai été horrifié. J'ai été horrifié par ce tac. Comme ce jeune, j'ai été aussi horrifié par ce camion de 35 personnes sur l'autoroute sur lequel vous avez coupé un bois et c'est tombé sur ce camion et a littéralement tué dans les passagers de ce camion. J'ai été horrifié, autant que je l'ai été pour ce jeune homme. J'ai été horrifié que dans mon propre village, à Bongouanou, vous avez coupé un bois pour mettre sur la route, entre 4h et 5h du matin, un minicar qui se rendait à Abidjan, comme un piège, est rentré dedans et nous avons eu de nombreux blessés et de nombreux morts. Ce n'est pas acceptable. Voilà pourquoi nous disons que tous ceux qui ont posé ces actes, qui ont décapité le jeune à Daoukro, seront identifiés et condamnés. En même temps que ceux qui ont lancé cet appel. Parce que si vous n'avez pas... Attendez, non, quand il a parlé, monsieur, disciplinons-nous. Vous avez posé une question, je vous réponds franchement, et j'ai dit, parce que nous avons dit à nos militants de ne pas se substituer à la police ni à la gendarmerie. Et le président de la République, à plusieurs reprises, a demandé aux militants de ne pas céder à la provocation. Donc, quiconque va se retrouver dans cette situation, en train de décapiter X ou Y, en train de poser des actes de vandalisme, donc dans n'importe quel camp, dans le camp dans lequel cette personne se situera, peu importe, sera condamné et va faire face à la loi. C'est ce que nous disons. Nous ne faisons pas de catégorisation de ceux qui sont morts. Voilà pourquoi vous, opposition, vous avez fait votre enterrement le lundi passé, mais vous avez sur 87 corps, vous avez enterré combien? 14. Donc, si vous avez enterré 14, ça veut dire que vous reconnaissez. Oui, le son de M. Kokora. M. Kokora est là? Oui, voilà. Allez-y, M. Kokora. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Donc, j'ai dit, tous ceux-là seront condamnés parce que ce n'est pas acceptable qu'au XXIe siècle, pour des problèmes d'élection, pour des droits pour les questions donc d'après vous, alors que je vais vous répondre tout ça sur la Constitution parce que vous relevez cela par ignorance.
C'est par ignorance que vous dites que cette constitution ne permet pas à M. Ouattara d'être candidat. Mais je vais vous le démontrer tout à l'heure dans mon prochain temps. Donc, j'ai dit, tous ceux qui ont posé ces actes seront identifiés et seront condamnés par la justice ivoirienne à partir d'enquêtes. Si nous arrêtons tous ceux qui ont fait ça, mais ils iront en prison. Donc, voilà pourquoi nous disons les premiers responsables de cette situation donc de chaos qui a été perpétrée par l'opposition sont les responsables de l'opposition qui ont dit, M. Georges Aka, je ne sais pas quel FPI vous représentez, mais M. Georges Aka, donc qui est du FPI officiel, a dit sur France 24, expressif, que nous allons nous donner les moyens. Attendez, au moins laissez-moi conclure rapidement. Oui, M. Kokora, je vous en prie. Laissez-moi conclure rapidement. Voilà. Parce qu'à chaque fois, nous serons obligés de donner le même temps à M. Oui, vous pouvez lui donner le même temps, mais laissez-moi le temps de on va respecter un peu le temps. Donc, j'ai dit, allez-y, faites votre conclusion. Donc, j'ai dit que M. Georges Aka, qui est le représentant du FPI à Paris, a dit sur France 24, expressif verbis, que nous allons nous donner les moyens d'entraîner une guerre et un conflit interethnique. Est-ce que vous trouvez que cela est acceptable parce que vous estimez que la loi avait été violée? Voilà, merci beaucoup, M. Diaouré. Je vous donne le même nombre de temps avant que nous passions au chapitre prochain. Je voudrais insister sur l'heure. Je vous en prie. Voilà, je crois que essayer de ces 3 minutes, c'est 3 minutes. Et à chaque fois, nous sommes obligés de jongler avec le temps pour pouvoir satisfaire les panélistes. M. Niaouré, allez-y, 3 minutes et puis on va passer aussi au prochain chapitre. Alors, M. Kokora se dit être horrifié par la décapitation d'un individu, alors que dans ses commentaires, dans ses appréciations, il a plutôt parlé d'une femme enceinte qu'il compare à une personne décapitée. Mais je ne veux pas citer tout le monde, il y a eu tellement de morts. Monsieur Kokora, vous permettez tout à Monsieur Kokora. Cher ami, cher frère, on va recadrer, disons les choses très posément. C'est-à-dire, quand on est horrifié, la première chose, c'est-à-dire le subconscient que nous avons, nous permet automatiquement de sortir ces choses-là qui sont horrifiantes. Ce qui vous a paru plus horrifié, c'était qu'on a coupé des arbres, on a barré des routes et une femme enceinte n'a pas pu accoucher. Il a fallu qu'on vous rappelle que quelqu'un a été décapité. Donc, je suis désolé d'entendre que nous sommes au RDR. Là, vous parlez d'enquêtes qui sont en cours. Encore, je vais vous donner un peu de mon temps parce que je voudrais que les Ivoiriens comprennent. Moi, mon intention étant ici, c'est d'éclairer les Ivoiriens. Vous me parlez d'enquêtes. Les enquêtes engagées par Alassane Ouattara en 2010, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Quels en sont les résultats aujourd'hui? Je vous donne encore une partie de mon temps parce que je vais entendre. Non, monsieur, ok, je vais vous répondre. Oui, s'il me donne l'occasion, je vais lui répondre parce que c'est essentiel. Oui, alors, je pense qu'il voilà, y a quelqu'un qui contrôle ce débat. Oui, monsieur Germain, je vais revenir vers vous. Et on a un problème, on a un gros problème. Monsieur Kokora dit qu'on parle d'un troisième mandat par ignorance. C'est-à-dire, quand on mène un débat, il faudrait qu'on s'entende au moins sur le basique, sur l'essentiel. Alors, la Constitution ivoirienne, en son article 183, dit clairement que tout ce qui n'a pas été, là je parle en français facile, tous les articles de la Constitution qui n'ont pas été amendés restent en vigueur, c'est-à-dire l'article 55 n'a pas été amendé. Or, l'article 55 dit clairement que le président est éligible une fois. Éligible une fois, ça veut dire qu'il peut faire 2 mandats. C'est en français facile d'Agamé. Alors, je ne comprends pas qu'on puisse nous parler d'ignorance ici, alors qu'on parle de notre loi fondamentale. Alors, si nous, on ne sait même... Et puis, une constitution ne doit pas être interprétée. Une constitution n'est pas interprétable. Une constitution, c'est la loi fondamentale d'un État, et donc qui est appliquée dans l'État dans lequel il a été mis en place. Quand on a vu... je ne veux même pas revenir tout de suite, parce que c'est tellement petit. Pourquoi son ministre de la Justice, dans le temps, a promis mettre sa main au feu que Alassane Ouattara ne se présenterait jamais parce que la loi ne lui permettait pas? Celui de Koumassi, le maire de Koumassi, je ne veux même pas me souvenir de leur nom parce que c'est tellement petit aussi. Pourquoi aurait-il dit sur Africa 24, je me souviens encore de ce débat comme c'était hier, où il disait, parce que je vous dis, il n'y a même pas de possibilité que le président Alassane Ouattara se présente pour une 3e fois. On lutte, l'article, enfin, la Constitution ne lui donne même pas la possibilité. J'ai horreur de réciter ça parce que ça fait peur. Alors, je suis désolé d'entendre. Dans quelle ignorance parle-t-on ici? Qui est ignorant à la fin? Le RDR?
ou le reste de la Côte d'Ivoire? Voilà, monsieur Kokora, je voudrais juste préciser que je suis le modérateur, mais je crois que vous interpellez chacun. Ça va, c'est le débat. C'est pour ça que nous sommes là ce soir, pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas que vous vous interpelliez. Vous avez encore une fois de plus été interpellé. Voilà, je voudrais bien passer à l'étape prochaine de cette émission, mais je voudrais aussi vous donner le temps d'intervenir. C'est ça. Nous sommes ici en tant que fils de la Côte d'Ivoire pour nous entretenir, pour parler entre Ivoiriens, entre frères et sœurs. Voilà. Donc, allez-y, M. Kokora. M. Kokora, je vous laisse le temps. On va donner le même temps à M. Niaouré et après ça, s'il vous plaît, nous allons avancer dans l'émission. Allez-y, M. Kokora. Ok, rapidement, j'ai parlé d'ignorance. D'abord, en ce qui concerne les enquêtes qu'il a souhaité connaître les résultats, je voudrais lui demander aussi qu'en tant que FPI, de 2000 à 2010, nous avons connu de graves crises dans notre pays. Nous avons connu des morts tels que le général Robert Guéhi. Je voudrais que M. Niaouré, à son tour, nous dise quelles sont les enquêtes qui sont FPI contrôlées par M. Gbagbo et le Hafi, qui était le premier ministre et président du FPI, qui avait dit que le général Robert Guéhi partait à la RTI pour se déclarer donc au président de la République et il a été tué sur la route de la Corniche. Bon, on se pose la question, est-ce que sa femme, Rose Doudou Guéhi, était dans le cortège donc, qui emmenait M. Guéhi pour aller se proclamer à la RTI? Alors, j'ai dit en 2010, effectivement, des enquêtes ont été menées et les résultats donc sont connus. Tous ceux qui ont commis donc, des crimes, que ce soit à l'Ouest, il y a une commission d'enquête qui a été mise en place, les résultats ont été connus, mais toutes ces personnes ont été amnistiées au même titre que les criminels de guerre comme Mme Gbagbo et tous les cadres du FPI qui ont participé activement à cette crise, donc ont été amnistiés. La deuxième chose que je voulais dire, il a parlé donc d'article 183. Voilà pourquoi je parle d'ignorance grave de votre part. Parce que l'article 183 dit quoi? Il dit la législation en vigueur est en cours en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. La législation, c'est quoi? Dans le droit constitutionnel, on parle de la hiérarchisation des normes ou bien la pyramide des normes. Et donc, la constitution est la norme supérieure. Après, vous avez la législation. Après, vous avez donc les décrets. Et donc, ce dont parle l'article 183, il parle de la législation. Vous comprenez? Et la législation ne peut pas entraîner. Donc, la législation, si vous ne le savez pas, ce sont les lois votées par l'Assemblée nationale. Donc, qui sont différentes donc, de la Constitution. La Constitution étant la norme supérieure, l'article 183 ne peut pas entraîner des effets juridiques donc, de la Constitution de 2000, donc, qui a été abrogée à partir donc, de la mise en place de la rentrée en vigueur de la Constitution de 2016. Donc, c'est une aberration grave que vous faites. Quand on parle de la continuité législative, c'est-à-dire les lois qui ont été votées par l'Assemblée nationale, sous l'empire de l'ancienne Constitution, restent en vigueur. C'est-à-dire, si on a voté une loi sur le mariage, sous l'empire de la... Parce que ce que vous devez comprendre, on parle de la conformité du bloc avec le bloc constitutionnel. Donc, toutes les lois qui ont été prises sous l'empire de l'ancienne Constitution restent en vigueur. Parce qu'en droit, il y a ce qu'on appelle le tabula rasa lorsqu'il y a une nouvelle Constitution. Et donc, s'il n'y a pas, parce que l'article 183, ce que vous oubliez, même dans la Constitution de 1960, il y a l'article 34 qui dit la même chose. Vous prenez la Constitution de 2000, mais il y a l'article 134 qui dit la même chose. Donc, c'est un principe juridique simple. Quand il y a une nouvelle Constitution, elle met les compteurs à zéro, c'est ce qu'on appelle le tabula rasa, ça c'est le premier principe. Deuxième principe, il y a l'effet immédiat donc, de la loi. La Constitution de la Troisième République ne peut pas reconnaître un mandat donc qu'elle n'a pas organisé. Le premier mandat et la première élection, cher Niaouré, je voudrais vous informer, la première élection organisée sous l'empire de la Constitution avec l'article 55 s'est déroulée le 31 octobre. M. Gbagbo est resté 10 ans au pouvoir, mais il a fait combien de mandats? Il a fait un seul mandat parce qu'il y a eu une seule élection sous l'empire de la Constitution de 2000 avec M. Laurent Gbagbo, c'est-à-dire en 2000. 2005, il n'y a pas eu d'élection, donc il a fait 10 ans en faisant un seul mandat. Voilà. Donc, si vous ne le savez pas, voilà la précision que je voulais faire. Merci beaucoup, M. Kokora. M. Niaouré, voilà, je vous donne le même temps et puis nous allons passer à l'étape prochaine de ce. Je vous en prie, M. Niaouré. Oh oui, merci. Vous dire qu'il y a un débatteur. Voilà, nous allons suivre un peu mon conducteur. Je vous ai laissé le temps d'échanger un peu, parce que c'est ça au niveau d'Ivoire TV. Nous laissons les fils de la Côte d'Ivoire se parler. Voilà, mais sachez que j'ai un conducteur et je suis le débatteur. Voilà, allez-y, M. Niaouré.
Voilà. Alors, répondez, réagissez sur les propos. Oui, je vais réagir aux deux petits points de ce que M. Kokora dit, parlant des enquêtes et qui parle des résultats de l'enquête de 2010. J'ai un petit problème là. Il a dit tous ceux qui avaient été condamnés ont été amnistiés. J'aurais vraiment souhaité que le frère aille, par exemple, un peu plus loin, qu'il me dise, souvenez-vous, au RDR, parce que, ou alors le RDR n'a jamais rien fait dans cette guerre entre 2002 en 2010. Alors, s'il me dit ça, alors il n'y a plus rien. Parce que là, il a cité juste Mme Gbagbo qui a été amnistiée, d'accord, mais Mme Gbagbo est de notre camp. Mme Gbagbo est du camp présidentiel en 2010, et donc du camp du président Gbagbo. Je voudrais savoir qui, de l'autre côté, dans les enquêtes, a été condamné et amnistié. Encore, excusez mon ignorance, hein, je reconnais être ignorant, mais je voudrais vraiment savoir. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, quels sont, quand il parle des enquêtes de 2000 à 2010, comparer le pouvoir du président Gbagbo au pouvoir de Alassane Ouattara. Il ne faut pas comparer le jour ou la nuit. Soyons sérieux quand nous parlons. Écoutez, comparons ce qui est comparable. Le président Gbagbo, il a été attaqué par vous, par le RDR, par Alassane Ouattara. Il a été attaqué par vous. C'est-à-dire, vous qui dites que quand on n'est pas d'accord, on ne tue pas. C'est ce que vous venez de dire, quand on n'est pas d'accord, on ne tue pas. Le 19 septembre 2002, Alassane Ouattara, Soro Guillaume, c'est eux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Donc, ne venez pas nous dire ici que quand on n'est pas d'accord, on ne tue pas. Il y a un problème là. Soit le RDR est dans une logique de terroriser les Ivoiriens parce que vous voulez, encore, comme vous l'avez dit, Amadou Cimetière l'a dit, encore 50 ans, on est planifié pendant encore 50 ans, on va diriger le pays. Nous, on veut bien. Mais sachez que la Côte d'Ivoire appartient à plus de 25 millions d'Ivoiriens. Et cette Côte d'Ivoire-là ne peut pas être sous l'emprise d'un petit groupuscule, je dirais même pas un groupuscule, mais un petit groupuscule. Je vais me permettre d'aller un peu au-delà du français et de parler de groupuscules et de petits groupuscules. C'est une petite minorité que vous êtes, parce que ce que vous appelez l'élection du 31 octobre, en fait, il y a eu combien de personnes en réalité qui sont allées aux urnes? Combien de personnes? Donc, cher frère Kokora, il faudrait, au risque de me répéter, comme je dis, on est là pour éclairer la lanterne des gens. Sortons de nos récitations. Touchons des doigts les réalités de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est passé en force parce qu'Alassane Ouattara a des milices pour lui. Alassane Ouattara a l'armée pour lui. Il a renouvelé l'armée ivoirienne, ça n'existait même plus. Alassane Ouattara nous a fait reculer de 50 ans en termes de démocratie, parce que pour qu'un député soit en prison, dans un pays moderne, pour qu'un député soit en prison, la première chose qu'on fait, on lève son immunité parlementaire. Aujourd'hui, combien de députés de la nation, combien de députés sont en prison? Le dernier député emprisonné, le président Afin Guessan, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous précipitez la Côte d'Ivoire dans le gouffre? Pourquoi? Pourquoi vous restez dans cette position-là? Et comme vous avez tout pris par les armes, vous dites non, on peut aller au dialogue, on peut parler. Ouais, donc vraiment, il faut réfléchir, chers frères, parce que ce que nous faisons là, ce n'est que du blablabla. Vous allez passer, moi je vais passer, Ouattara va passer, et c'est la Côte d'Ivoire qui va rester. Voilà. Merci, monsieur Niaouré. Monsieur Kokora, toute la Côte d'Ivoire entière a applaudi de voir deux de ses fils, en l'occurrence les deux leaders, le président Ouattara et le président Bédié, voilà, s'asseoir autour de la même table, même s'ils avaient des divergences, s'asseoir autour de la même table et puis casser la glace, ne serait-ce que commencer un début de dialogue. Mais l'opposition a émis plusieurs requêtes que nous savons tous, il n'est pas besoin de les rappeler ici. Au niveau du parti au pouvoir dont vous êtes membre, quelles sont les concessions à faire? OK. Pour nous, la définition du dialogue, c'est de pouvoir concilier les positions, c'est de pouvoir rapprocher les positions antagonistes. Donc, voilà le sens du dialogue. Donc, on ne peut pas poser des préalables ou des conditions pour aller au dialogue.
toutes vos conditions, toutes vos revendications seront mises sur la table, donc au cours donc, du dialogue. Donc si ils sont vraiment dans la poursuite d'aller aux négociations, au dialogue, nous sommes ouverts. Le président Ouattara a marqué sa disponibilité à aller au dialogue. Il a été le premier donc, à lancer le dialogue avant même les élections à M. Henri Konan Bédié, qui est le leader donc, de cette opposition, qui malheureusement n'a que des idées anthropologiques, vu son âge, mais ils ont refusé. Et à la fin, après les élections, après qu'on ait eu des morts par leur propre faute, parce qu'ils ont voulu installer le chaos que nous avons évité, donc il est venu au dialogue. Et donc le dialogue pour nous, le président Ouattara en France, il est entouré. Lorsqu'il va arriver, je pense que M. Henri Konan Bédié va éviter de se braquer et puis venir au dialogue. Maintenant, il a dit des choses sur lesquelles je voulais revenir. Il dit que le pouvoir de M. Gbagbo a été attaqué par M. Ouattara. Mais M. Niaouré, je me demande, est-ce que vous avez vécu vraiment la situation en Côte d'Ivoire? M. Gbagbo, je prends un seul exemple. Avant le débat présidentiel de 2010 qu'il a opposé à M. Ouattara, il a promis au monde entier et aux Ivoiriens qu'il allait, au cours de ce débat, démontrer avec preuve à l'appui que M. Ouattara était le responsable du coup d'État de 1999 et de la rébellion de 2002. Mais au cours de ce débat, cher ami Niaouré, est-ce qu'il a pu comment on appelle, il a pu mettre sur la place une seule preuve? Il est venu ne faire que les mêmes récitations que vous faites, sans preuve aucune. Vous accusez des gens sans preuve. Avez-vous vu M. Ouattara dans cette crise? Avez-vous vu un seul militant du RDR dans la rébellion? C'est plutôt vos éléments, parce que Guillaume Soro est le disciple de M. Gbagbo. Les Alain Lobognon donc, sont les disciples de M. Gbagbo. Dakouri Tablé, qui est l'ami d'enfance, donc ex-secrétaire général du FPI. Mais c'est son ami qui est Gbagbo, il était dans la rébellion. Les Abel Nioré, qui vient de Bayouta, mais ils étaient dans la rébellion. Pourquoi vous accusez donc ad vitam aeternam les gens sans même apporter la moindre preuve? On aurait souhaité que M. Gbagbo, sous sa gouvernance, donc essaie de mener des enquêtes sur les étudiants qui ont été tués par la FESI au campus. Est-ce que vous avez mené une seule enquête? Qui a tué Habib Dodo? Est-ce que vous pouvez nous le dire sous M. Gbagbo? Qui a tué donc Kone Mourlaï sous le campus? Sous vous, c'était le terrorisme d'État. Ce n'était pas un État pour les hommes, mais c'était un État pour les bêtes. Donc, vous ne pouvez pas nous donner des leçons ici. Vous dites que Ado est passé en force. Mais ce que je me demande, si vous décrivez une autre Côte d'Ivoire, voilà une élection qui a eu lieu. Donc, le président élu a été félicité par le monde entier, par l'ONU, par la CEDEAO, par l'Union africaine, par les Américains. Et c'est vous êtes seul dans votre bulle à croire qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire et que c'était un passage en force. Mais dans tous les cas de figure, depuis 2011, M. Niaouré, est-ce que vous reconnaissez M. Ouattara comme président? Donc, pour nous, ça ne nous surprend pas. Mais nous avons gouverné le pays pendant 10 ans, malgré votre boycott, malgré votre absence donc, au processus politique dans notre pays. Et je rappelle, quand vous dites que nous sommes une minorité, mais je ne sais pas si vous connaissez la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, même ta propre région est contrôlée par le RHDP comme président du conseil régional. Peut-être que tu viens de Gagnoa ou bien de je ne sais où, mais en Côte d'Ivoire, nous avons 24 régions sur 31 régions qui sont contrôlées par le RHDP. Donc, je ne sais pas de quelle minorité vous parlez, cher ami. Merci, M. Kokola. M. Niaouré, voilà, répondissez sur la question qui a été posée. Je vais d'abord dire aux frères, par souci de courtoisie, qu'on ne se tutoie pas, parce que nous ne nous connaissons pas. C'est vraiment important pour moi. Hein? Vraiment, restons courtois, chers frères. On se dit frères, mais restons courtois. Deuxièmement, quand on parle des félicitations du monde entier, vous savez, comme je dis, je crois que le niveau du débat ne me permet même pas de me lever, parce que c'est tellement bas, les félicitations du monde entier. Il faut arrêter. Il faut arrêter, cher frère Kokora. Hein? Faut parler pas de... Tout à l'heure, vous avez dit de ne pas vous tutoyer, mais vous me tutoyez. Bon, à quel moment je vous ai tutoyé? J'ai dit, il faut arrêter, vous avez dit frère Kokora, c'est tutoyer. Vraiment, je ne sais pas de quelle formation vous êtes. Peut-être que si vous êtes juriste, je vous encourage vivement à rester dans ce domaine-là. Moi, je suis linguiste. Voilà, donc vraiment rester dans le droit, peut-être que c'est ça qui vous sied le mieux si vous êtes juriste, ou alors si vous êtes... Monsieur Niaouré, allez-y avec la question. C'est vrai que c'est une mise au point, allez-y avec la question. Pour dialoguer, il faut être deux. Dialogue, dans le mot dialogue, c'est deux. Une seule partie ne dialogue pas. Sinon, on parle de monologue. Donc, si vous parlez de dialogue, que le frère Kokora sorte aussi de cette ineptie-là, quand on parle de dialogue, ça veut dire qu'il y a deux forces qui se sont battues et qui sont maintenant en présence pour échanger. On parle de dialogue, c'est échanger. Échanger, il faut deux parties.
s'il y a une partie qui est absente, il ne peut pas y avoir de dialogue. Afin Guessan et d'autres personnes sont en prison. De quel dialogue parle-t-on? On libère les prisonniers politiques, on libère les gens qui sont en prison et on leur dit, venez vous asseoir, on va voir ce que nous avons fait des mal et ce que vous avez fait des mal et on échange. On ne peut pas prendre. Et d'ailleurs, encore, il nous parle d'état des bêtes. Mais vous savez, avoir des débats comme ça ne sort de moi parce que c'est tellement petit. Quand on parle d'état des bêtes, ça veut dire quoi en réalité? C'est un état où on égorge des gens. Or, c'est sous Alassane Ouattara qu'on égorge des gens. Je ne sais pas si le frère Kokora le sait. Sous Laurent Gbagbo, on n'a jamais égorgé qui que ce soit. Ils ont accusé Laurent Gbagbo d'avoir fait des fosses communes. Bon, on savait dans quel jeu ils étaient. Donc, quand un individu est en train de marcher, qu'on lui tranche la tête et qu'on joue au ballon avec sa tête, c'est ça la bestialité au plus haut niveau. Ça, c'est l'état des bêtes. C'est aujourd'hui que nous connaissons ça en Côte d'Ivoire. Donc, que le frère Kokora se réveille un peu, qu'il arrête de faire des récitations. Il parle de Alassane Ouattara qui est disponible pour discuter. Mais non, il est le seul président que la Côte d'Ivoire ait connu qui ne se soit jamais assis avec son opposition. Qu'il me dise une date où Alassane Ouattara a reçu l'opposition pour dire venez, on va discuter comme Laurent Gbagbo le faisait, comme Félix Houphouët-Boigny l'a fait, comme même le président Bédié l'a fait. Donc, je crois que le RDR et sa communication sont formés à la chose, la désinformation. Et comme aujourd'hui, ils ont l'appareil d'État, ils ont toutes les manettes qu'ils ont prises par les armes, personne ne peut se rapprocher d'eux. Donc, ils peuvent vous réciter, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais un jour, le peuple de Côte d'Ivoire comprendra qu'il ne peut pas être soumis à un seul individu pendant encore plus longtemps. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Kokora, la question que j'ai posée tout à l'heure, je l'ai posée dans un sens lacto sensu. Stricto sensu, l'une des doléances des requêtes de l'opposition, c'est la libération des prisonniers politiques. Monsieur Kokora, est-ce que vous voyez la libération de ces cadres très bientôt ou que faut-il aujourd'hui pour que ces fils de la Côte d'Ivoire soient libres afin que le dialogue reprenne pour, je dirais, une parfaite communication pour que les fils de la Côte d'Ivoire se retrouvent? Voyez-vous, M. Germain, voilà pourquoi le frère Niaouré, ou bien M. Niaouré, comme il demande que je l'appelle, donc M. Niaouré, je vais m'atteler à faire ça. Voyez-vous, ce n'est pas acceptable. Donc, parce qu'on est homme politique, on est au-dessus des lois. Parce qu'on est homme politique, on est entouré d'une impunité. M. Niaouré, tout à l'heure, m'avait demandé si j'avais été horrifié par l'acte que nous avons vu où un jeune homme a été décapité. Mais quand après avoir lancé des appels, on assiste à ce genre d'horreur, quand des gens ont dit que le pays va brûler et que des individus assis à Paris ont dit que nous allons nous donner les moyens de créer une crise interethnique et qu'à la suite donc de tous ces appels, on a des morts, des nombreux morts. On ne se soucie pas de ça. On ne demande pas justice. Et on nous dit, ce sont des hommes politiques, donc ils sont au-dessus des lois, ils sont entourés par une impunité, et donc c'est ça, et c'est uniquement ça qui compte. Est-ce que, M. Germain, on peut vivre dans un monde comme ça, construire un monde meilleur, et que chaque fois que des gens meurent, parce qu'on est homme politique, on est au-dessus des lois. Alors que quelqu'un, dans un village, qui a faim, qui rentre dans un champ de manioc, et qui déterre une bouteille de manioc pour aller nourrir ses enfants, on l'attrape, on le condamne. Un pauvre qui vole un portable quelque part, on le condamne sans concession. Mais des gens qui, par des actes, donc ils ont posé, des gens sont morts, avec une horreur indescriptible. On dit non, pour la paix, pour le dialogue, pour les libérer. On les libère. En 2025 arrive, les mêmes choses vont se reproduire. Et ce sera, comme on appelle, de répétition en répétition. Est-ce que, M. Niaouré, vous pouvez... Si vous aviez été dans cette situation où vous avez perdu votre femme qui part accoucher, ou bien quelqu'un qui voyageait, donc qui a reçu, alors qu'il allait donc pour vaquer à ses occupations en lançant ses enfants et sa famille derrière lui, et qu'il n'a rien à voir
avec le processus électoral. Il ne connaît ni Alassane Ouattara, il ne connaît ni Bédié, encore moins M. Gbagbo qui est à La Haye. Et on nous dit que oui, il faut les libérer, ça c'est pas grave, ça fait passer par perte et profit. Monsieur Germain, je puis vous assurer, voilà quoi nous disons, nous ne faisons pas comme M. Gbagbo. Nous disons que des enquêtes sont en cours. M. Afinguissan a été arrêté, avec lui d'autres cadres et aussi tous ces jeunes donc, qui ont posé ces actes sur le terrain, beaucoup ont été arrêtés. Monsieur Germain, trouvez-vous acceptable qu'un gendarme donc, qui est en mission au ministère du Budget, qui arrive à Yamoussoukro, un cortège qui n'ont rien à voir avec le processus, on extrait un gendarme, on le brûle et on enterre. Et tout ça, ça c'est rien. Les Ivoiriens, certains Ivoiriens pensent que ça c'est rien, ce sont des animaux qu'on a tués et qu'il n'y a pas de responsabilité à se tuer et qu'on doit laisser ça au nom du dialogue, au nom de la paix. Non, j'ai dit, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas accepter que sous le couvert de la politique, des gens donc, entraînent notre pays donc, toujours dans des situations que nous devons regretter. Il faut que cela serve donc de leçon. Quand M. Niaouré dit que sous M. Ouattara, on égorge les gens. Mais je vous ai pris des exemples. Sous le campus, savez-vous comment M. Habib Dedou a été tué? Il a été placé dans un sac de cacao, attaché, et puis ils l'ont battu jusqu'à ce qu'il meure. De la manière la plus horrible, cher ami. Donc ça, c'était quand dans un État, la première dame se réjouit de ce que des femmes ont été violées. Ça, c'est un État de bête. Un État de bête, sa définition, c'est non État de droit. C'est comme la jungle, on peut tuer X et Y sans s'en inquiéter. C'est ça l'état du pays, cher ami. Merci beaucoup, M. Kokora. Monsieur Niaouré, allez-y. Oui, je crois qu'il décrit parfaitement l'état dirigé par Ouattara, où on peut tuer impunément. Je vous remercie. Non, mais on est tout à fait d'accord, hein, cher frère. On est tout à fait d'accord qu'il faut punir ces actes-là. Ce qui nous dérange, moi, ce qui me dérange personnellement, personne n'a le droit de vie ou de mort sur la vie de quelqu'un. Vous voyez? Donc, je suis tout à fait en parfaite symbiose avec vous sur ce coup-là. Ce qui me dérange un peu, c'est que quand vous faites des enquêtes du côté du RDR, quand vous faites des enquêtes, on n'en trouve jamais de votre côté. Bon, voilà tout ce qui me dérange. C'est-à-dire, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, que je voudrais que vous me disiez un seul membre du RDR impliqué, parce que la guerre de 2010, quand même, elle a opposé le camp président Gbagbo et Alassane Ouattara. Il y a eu des centaines, des milliers de morts. Le président Gbagbo a purgé, pendant 9 ans, il a purgé sa peine à La Haye. Nous, on était à La Haye presque chaque mois, chaque semaine. Le président Gbagbo a été libéré. Donc, est-ce que vous êtes en train de me dire que on a dit que le président Gbagbo il est innocent, il a été acquitté par la Cour pénale internationale. Personne n'a au-dessus de la loi. Et Laurent Gbagbo n'a jamais corrompu la CPI. Et il n'a jamais versé dans la compromission ni dans le compromis. Il a donné des arguments pour se dédouaner de tous ces crimes qu'on lui a attribués. Nous sommes en 2020. Au niveau du RDR, qui est-ce qui a été condamné? Qui est-ce qui a été même listé pour dire que telle personne a été impliquée dans tel incident? À ce jour, que dalle. Donc, quand vous parlez de les enquêtes sont en cours, c'est comme le perroquet, en fait, c'est ce que vous passez. Parce que quand votre ministre, soi-disant ministre de la Jeunesse, vient sur les antennes de télévision, le petit qui fait suffisamment de bruit, là, tous les moments d'où il s'appelle, je crois, quand il vient sur les chaînes de télévision, qu'est-ce qu'il dit? Les enquêtes sont en cours. Vous aussi, vous venez sur les enquêtes sont en cours. Donc, en fait, c'est un mot que vous passez. Donc, on a bien compris cela. Donc, pour ce qui concerne le respect des lois, il y a une personne en Côte d'Ivoire qui donne le contre-exemple du non-respect des lois. Et cette personne est autre que Alassane Ouattara. C'est le monsieur qui est le premier à voter des lois, mais le dernier à les respecter. Donc, personne n'est au-dessus de la loi, mais Alassane Ouattara, visiblement, est au-dessus de la loi. Parce que pour lui, il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire. En la matière, même aujourd'hui, il va dire quelque chose aujourd'hui, il va falloir peut-être, même quand il dit bonjour, il faut vraiment regarder dehors pour voir si le jour est vraiment bon dehors. Vous voyez? Donc, la Côte d'Ivoire veut redevenir cet état de droit qu'il était sous Laurent Gbagbo.
Donc, Alassane Ouattara, il n'a pas autre choix. Il peut continuer dans la voie hein, dans laquelle il est là, il peut continuer. Mais je dis et je répète, la souveraineté revient au peuple de Côte d'Ivoire. Un jour ou l'autre, ce peuple-là comprendra que l'État n'appartient pas à Ouattara, mais que l'État leur appartient. Merci. Alors, monsieur Kokora, après la rupture de ce dialogue dû à des requêtes émises par l'opposition, est-ce que vous voyez aujourd'hui un retour autour de la table des deux présidents? Cher Germain, vous savez, nous ne faisons pas de focalisation sur un quelconque dialogue. Vous comprenez? Ce qui nous importe, c'est de pouvoir dérouler nos programmes de gouvernement. Vous savez, le monde entier a demandé que M. Ouattara dialogue avec son opposition. Il dialogue avec l'opposition, mais ça ne nous empêche pas d'évoluer. Et pour nous, le dialogue n'est pas rompu. Le dialogue, savez-vous que le dialogue, c'est un processus de longue haleine. Ça peut prendre du temps, mais pour nous, le dialogue n'est pas rompu. Donc, M. Ouattara reste disponible à aller au dialogue. Quand l'opposition conduite par l'ancêtre Bédié, quand ils auront le temps nécessaire de revenir à la table de dialogue, je pense que l'hôtel du Golfe est toujours là, ils pourront revenir. Ça, ce n'est même pas un problème. Mais pour nous, ce qui nous importe, c'est de pouvoir dérouler nos programmes de gouvernement, c'est de pouvoir donner beaucoup plus d'emplois aux jeunes, c'est de pouvoir régler les problèmes de nos parents dans les villages en leur donnant donc un accès facile à l'eau potable, à l'électricité, construire des infrastructures dignes de ce nom, développer un pays. Et vous savez que le programme a déjà commencé. Je vous rappelle que l'État de Côte d'Ivoire a lancé un eurobond à 1 milliard d'euros. Nous avons eu 5 milliards d'euros, ce qui fait pratiquement 3 000 milliards. C'est ce qui nous importe, c'est de développer la Côte d'Ivoire. Le reste, ce sont des débats politiques qui ne pourront jamais finir dans un pays. Et nous sommes conscients et nous sommes disponibles à aller au dialogue. Et M. Niaouré a posé une question. Il a dit de lui donner une seule date à laquelle M. Ouattara a discuté avec son opposition. M. Niaouré, vous n'êtes pas malheureusement informé donc, du processus politique, parce que vous avez boycotté tout le processus politique. Donc, je comprends que vous ne soyez pas très au parfum de ce qui se passe dans nos pays. Déjà en 2011, après la crise post-électorale, le président Ouattara a reçu le FPI, qui était conduit, cette délégation était conduite par M. Miaka Oreto, paix à son âme, avec comment on appelle, Marie-Odette Lorignon, à la présidence. Il les a reçus, il a dialogué avec eux. Et au sortir de cette rencontre, c'est comme il leur a remis 125 millions. Vous comprenez? Alors que si c'était M. Gbagbo, lui, le seul dialogue qu'il avait avec ses opposants, c'était de les assassiner. Il a assassiné le général Robert Guéhi. M. Ouattara même n'eût été une échelle, mais aujourd'hui, on parlerait de lui au passé. Donc, c'est différent avec M. Ouattara. Vous avez passé votre temps à parler de RDR. Mais je comprends que vous avez un problème avec la légalité. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je vous ai demandé de quel FPI vous êtes. Est-ce que vous êtes du FPI tendance à Finguessan, du FPI de M. Gbagbo, de Mme Gbagbo, ou bien de Nadi Bamba? Parce que vous avez un problème avec la légalité. Ce n'est pas le RDR, c'est le RHDP. Et je voudrais vous demander de vous inscrire dans... Vous avez parlé de génération, nouvelle génération, vous avez un certain âge. Inscrivez-vous dans la voie de la République, ok? Vous ne pouvez pas appeler un ministre le petit Mamadou. Mamadou Touré, le ministre Mamadou Touré, est plus âgé que Macron, le président Macron. Il a été président à 39 ans. Mais c'est l'État français, c'est le peuple français qui l'a élu. À partir du moment, ce n'est plus son âge qu'on voit, mais ce sont ses responsabilités et ses fonctions. Donc, je vous rappelle que M. Mamadou Touré n'est pas un petit ministre, n'est pas un soi-disant ministre. Je comprends parce que depuis 2011, ça ne nous surprend pas, comme je l'ai dit. Depuis 2011, est-ce que M. Niaouré, vous avez reconnu M. Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire? Donc, ce que vous faites là, ça ne nous surprend pas. Ce n'est qu'un bis repetita. C'est votre récitation, c'est votre leçon. M. Ouattara n'est pas légitime, il n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. On recherche qui a gagné les élections. Donc, ce que vous faites là, ce qui nous surprend, c'est le comportement des Bédié et des Soro. Sinon, vous là, on vous connaît, on connaît comment vous êtes depuis 2011. Donc, ça ne nous surprend pas. Donc, je suis d'accord et d'avis avec tout ce que vous dites. Allez-y, M. Niaouré. Oui, je me sens tellement... Non. Je viens dans un débat, pas pour faire des... Il a commencé à 48. Il va commencer à noter aussi maintenant. Voilà, je dis... Non, il a commencé à 48, ouais. Je dis et je répète, je ne viens pas dans un débat pour garder le niveau. Je sens que le niveau est trop bas, on ne parle pas des choses. Si M. Kokora se permet de dire que le président Laurent Gbagbo
n'a fait autre chose qu'assassiner l'opposition, alors que, mais quelle ingratitude, mais quelle méconnaissance, mais quelle bassesse. Le président Laurent Gbagbo, qui a permis à Alassane Ouattara de rentrer en Côte d'Ivoire. Non mais, cher frère Kokora, qu'on dise que le singe, il est vraiment le plus laid de la forêt, mais reconnaissons-lui au moins sa malice, qu'il est très intelligent. Vous dites ça du président Laurent Gbagbo, qui ne faisait qu'assassiner ses opposants? Non mais soyons sérieux, chers frères. Quand on discute comme ça, je ne sais plus comment avancer dans le débat. Parce qu'un débat qui est basé sur le faux et des récitations vides, moi, ça ne me permet pas de m'élever, ça ne me permet pas de dire des choses. Écoutez, la Côte d'Ivoire, vous voulez, c'est le frère Kokora qui le dit, hein, le dialogue nous intéresse très peu. C'est pour nous, l'important, c'est de dérouler notre programme et de donner de l'eau, d'avoir accès à l'eau potable aux populations. C'est super. Mais pourquoi on ne commencerait pas déjà par réduire le nombre de migrants? Est-ce que vous le saviez? Bon, M. Kokora, vous devez bien le savoir, vous êtes plus informé que moi, que la Côte d'Ivoire est devenue peut-être le deuxième pays exportateur de migrants. Vous le savez. Mais pourquoi, si la jeunesse a autant de travail, pourquoi ils fuient le paradis pour venir ici? Vous savez comment on vit en Europe? Pourquoi ces jeunes-là fuient le pays alors qu'on a eu une croissance en 2 chiffres? Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux Ivoiriens? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi pensez-vous que juste avoir un pouvoir et que nous sommes une centaine autour de Alassane Ouattara, tout le monde va en profiter et puis on va repousser les autres jusqu'à ce que, voilà, ils se découragent ou alors qu'ils te disent que, bon, dans tous les cas, en les accusant que ce sont eux qui sont fauteurs de troubles, c'est eux qui tuent. Comme Ouattara a des relations internationales, alors tout va bien. Cher frère Kokora, on n'est jamais trop fort pour rester toujours fort et rester au sommet. Un pouvoir, ça passe. Alassane Ouattara, il a 78 ans, et à 78 ans, vous vous permettez d'appeler Bédié, le président Bédié, l'ancêtre, mais le respect est passé où? Et à moi, vous reprochez d'appeler Touré le Petit, et vous me demandez de revenir dans la... Mais, vous êtes bien conscient, vous entendez quand vous parlez? Mais je ne comprends pas. Est-ce que vous entendez là? Vous appelez le président Bédié ancêtre, et moi, à Moignaoré, vous reprochez d'appeler le petit... non, c'est un ministre de la République, il faut l'appeler monsieur le ministre. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Si on veut mener un débat, le débat, c'est échange d'idées constructives pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans la litanie, vous êtes dans des inepties, dans la récitation, et je ne vois rien de profond, quoi. C'est trop superficiel. Est-ce qu'on peut toucher au problème de la Côte d'Ivoire? Merci beaucoup, M. Niaouré. Monsieur Kokora, nous le savons tous, lors des campagnes, le président de la République, dans l'une de ses déclarations, dit une fois élu, il ferait de son obligation le retour du président Gbagbo. À quand, je sais que certainement n'avez pas l'élément de réponse, mais à quand cela serait effectif et qu'apportera le retour du président Gbagbo sur le chiquier social et politique en Côte d'Ivoire? Écoutez, M. Germain, le retour de M. Gbagbo, le retour de M. Gbagbo ne dépend en rien de M. Ouattara. Vous savez très bien que nos amis du FPI sont là de la manipulation et de l'intoxication. Comme Guillaume Soro l'a dit, ils ont des officines de fabrication d'intoxication et de mensonges. La procédure au niveau de la CPI concernant M. Laurent Gbagbo continue. M. Laurent Gbagbo, certes, a été acquitté en première instance, et peut-être que nos amis ne le savent pas, c'est une procédure de justice. Il a été acquitté en première instance, un appel a été lancé, dont la procédure suit son cours. Si, au bout de ce processus, M. Laurent Gbagbo est définitivement acquitté, et le président l'a dit, on organisera dans son retour en Côte d'Ivoire. Et M. Ouattara a déjà posé le pas. Il a même fait partie à Bruxelles des employés du ministère des Affaires étrangères. Là où M. Laurent Gbagbo était en quête d'un passeport ordinaire, le ministère des Affaires étrangères lui a donné un récépissé de passeport diplomatique. Ça veut dire que M. Ouattara n'est pas opposé au retour de M. Gbagbo. Bien au contraire, vous savez, je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Vous savez, vous, qui sont ceux qui sont
je vais dire, qui sont ceux qui ne seraient pas d'accord que M. Laurent Gbagbo arrive au pouvoir. Ce sont les gens de son propre camp. Est-ce que, M. Germain, pensez-vous que l'arrivée de M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire arrangerait à Finguessa? Non. Parce que si M. Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, il va récupérer son FPI. Tous ceux qui se battent pour succéder à M. Laurent Gbagbo au sein du FPI, mais ils vont mettre de côté leurs ambitions. Et M. Laurent Gbagbo l'a dit lorsqu'il est passé sur TV5. Il a dit que lui, il reste encore au cœur du pouvoir et que ceux qui parlent de nouvelle génération, bon, ils peuvent aller se faire foutre. Que ça ne l'engage pas. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup d'enjeux et de défis à relever au sein de son propre parti. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord que M. Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, il faut les rechercher du camp du FPI. Pensez-vous, M. Germain, honnêtement, que Mme Nadi Baba souhaite que M. Gbagbo aille en Côte d'Ivoire? Parce qu'au nom du mariage qu'il a avec Mme Gbagbo, s'il rentre en Côte d'Ivoire, mais naturellement, il va aller dans son foyer conjugal qui est avec Mme Gbagbo. Pensez-vous que Nadi Baba sera contente que M. Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire? Donc, pour nous, RHDP, pour le président Hassan Ouattara, il a plusieurs fois répété, le retour de M. Gbagbo, d'abord, ne dépend pas de lui. Il n'est pas opposé à son retour. Lorsque tout le processus va finir, vous allez voir qu'il va organiser son retour. Alors, vous avez tout à l'heure parlé de dialogue. Je n'ai jamais dit, il faut bien m'écouter, parce que vous avez seulement la capacité de juger le niveau du débat. Et là encore, c'est une ignorance de votre part, parce que dans un débat, il ne vous appartient pas de juger le niveau de votre adversaire ou pas. Il faut laisser, parce qu'on n'est pas dans une chambre. Si on est dans une chambre, tu peux me juger. Mais là où on est, il y a peut-être au moins 500 personnes qui nous suivent. Donc, il faut leur laisser la latitude de juger vous et moi. C'est ça au moins le sens donc, du débat. Et donc, je n'ai pas dit que le dialogue nous importe peu. J'ai dit le dialogue est un processus de longue haleine. Nous sommes dedans, mais en même temps, il faut reconnaître qu'on dialogue avec des gens qui sont de bonne foi. Mais quand vous vous braquez pour dire non, il faut libérer des criminels, qu'on appelle des gens qui ont entraîné la décapitation, entraîné la mort dans notre pays, avant d'aller au dialogue, je dis ça, si c'est ça, c'est que c'est un dialogue monnaie. On ne peut pas accepter cela. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. L'immigration clandestine, je vais venir là-dessus, parce que ça aussi, ce débat va me permettre de vous informer sur la situation à partir des enquêtes donc, qui ont été menées sur l'immigration clandestine. Vous donnez hier même, j'ai eu un débat sur une chaîne américaine où nous avons débattu. Les causes sont là. Peut-être vous ne le savez pas, mais vous mettez seulement sur la gouvernance, mais ce n'est pas vrai. Il y a d'autres causes donc incitatives qui amènent les jeunes donc à aller à l'immigration clandestine. Merci. Voilà. Monsieur Niaouré. Je vais dire à mon frère Kokora que juger le niveau du débat, il a disparu. Il est là. Il est là. Ah, il est là. Oui. Allez-y, monsieur Niaouré. Voilà. Je ne juge pas son niveau. Je n'ai aucune prétention de juger le niveau de quelqu'un. Ce dont je parle, c'est les sujets que nous débattons, les arguments que nous envoyons dans le sujet. Quand, par exemple, dans un débat politique, où on parle de la Côte d'Ivoire, on vient nous parler de Nadi Bamba, mais souffrez que je dise que le niveau est bas. Ça va de soi, je suis désolé, c'est comme ça. Que vient faire Nadi Bamba dans un débat politique? Donc, vous voyez, c'est quand même dommage qu'on dise comment Gbagbo va rentrer à Abidjan, parce qu'il y a Nadi Bamba, quand il va venir, il va aller dans son... Et puis, je n'ai pas le droit de dire que le niveau est bas. On parle des Ivoiriens qui meurent. Nous parlons des Ivoiriens qui ont faim. Nous parlons des Ivoiriens. Dans mon village, à Guibéroa, vous parlez d'accès. Dans mon village, il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a même pas de route là-bas. Okay. Juste parce que nous, on ne veut pas nous mettre à genoux devant des gens pour nous donner de l'eau potable. On est en train de cotiser pour faire notre château. Donc, soyons sérieux, chers frères. Quand on parle des affaires de Côte d'Ivoire, parlons des choses qui sont sérieuses. Quand vous dites que la procédure du président Gbagbo suit son cours, mais ce n'est pas à nous que vous allez donner l'information. Pour votre information, je vais vous le dire, j'ai peut-être changé 3-4 fois de voiture à force d'aller à La Haye. Et aller un peu sur mon mur Facebook. Vous allez voir combien de fois, à combien de séances, de sessions à la CPI j'ai assisté. Donc je suis au parfum de tout. Mais alors, quand le président Gbagbo se déplace lui-même, c'est-à-dire que physiquement, il se déplace et il va à l'ambassade de Bruxelles pour faire une demande de passeport, et qu'on refuse de lui demander, de lui donner son passeport, et que des mois plus tard,
on déplace une délégation du ministère des Affaires étrangères pour venir le rencontrer. À votre avis, de quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Vous pensez que c'est tout le monde, nous au FPI, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais nous au FPI, nous sommes peut-être la seule quantité, ou alors la seule frange d'Ivoiriens intègres, fidèles, loyaux. Nous ne sommes pas au FPI parce qu'on nous a distribué de l'argent. Nous ne donnons pas notre voix parce que nous sommes liés à notre leader, pas de l'argent. Au RDR, tout ce que vous avez, votre relation avec Ouattara, elle est basée sur l'argent. Vous qui parlez, je ne vais pas vous appeler de quoi que ce soit. Mais il n'y a pas de conviction au RDR. Vous n'avez pas de conviction au RDR. Tout ce que vous avez, c'est des intérêts. Donc, il faut arrêter de penser que non, la procédure suit son cours, le président Ouattara est ouvert au dialogue. Non, mais Ouattara, c'est un bling-bling. Ouattara, il aime bien que le monde entier le regarde. Regardez un peu sa rencontre avec Bédier à l'hôtel du Golfe la fois dernière. Je ne vais pas encore rentrer dans ce débat-là. Mais, chers frères, quand on parle de la vie politique d'un homme, laissez en dehors sa vie privée. Donc, ne rabaissez pas le niveau du débat en parlant des sujets comme Nandi Bamba, comme Simone Gbagbo. Il peut en avoir 4, il peut en avoir 10. Ce qui importe pour nous, c'est cette personne, sa capacité à gérer les affaires d'État. Et Laurent Gbagbo l'a prouvé. Excusez-moi, monsieur Kokora, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on le constate sur ce plateau, aussi bien sur d'autres plateaux, les fils de la Côte d'Ivoire se retrouvent et puis échangent. Mais à la fin, nous n'avons pas autre choix que de continuer d'être frères et sœurs. Alors, selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui devrait être fait pour renforcer la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, pour ramener les enfants de la Côte d'Ivoire sans parti politique, sans appartenance régionale? Ok, je vais répondre. Cette question m'intéresse. Je vais répondre à ça. Mais avant ça, permettez que je lui dise 2 mots sur ce qu'il a dit. Cher frère, tout à l'heure, si le journaliste nous avait posé des questions sur la gouvernance à proprement parler, c'est-à-dire l'eau potable dont tu parles, les routes, j'aurais donc été à l'aise donc pour en parler. Malheureusement, nous sommes dans des questions politiques. Donc voilà pourquoi je n'ai pas parlé de Guy Béroua. Moi, je connais très bien Guy Béroua, mais c'est quand même pour moi, c'est une honte. Ce serait pour moi une honte d'en parler, qu'il n'y a pas l'eau chez toi, il n'y a pas route. Mais M. Laurent Gbagbo que vous défendez, il a été au pouvoir pendant 10 ans. Et vous n'allez pas me dire que c'est la guerre qui a fait qu'il n'a pas pu apporter de l'eau potable dans sa propre région, qui est Gagnoa. Attendez. J'ai fait des années à Gagnoa, je connais très bien Gagnoa. La route qui de Ndouci à Gagnoa, Gbagbo lui-même là, pour aller chez lui à Mama, tu sais où il passait? Il passait par Yamoussoukro, Saint-Fra. Il n'y avait pas de route. Mais le président Hassan Ouattara a mis une route pour aller chez toi à Gagnoa. Chez toi, les gens n'avaient jamais vu de feu tricolore. Attendez. Non, attendez. Voilà, vous pourrez... Monsieur, ne me coupez pas, j'ai la parole. Non, mais je ne vous permets pas de me tutoyer. Mais vous m'avez tutoyé tout à l'heure, j'ai dit quoi? Non. Arrêtez ça. Non, si vous êtes... Bon, voilà, je continue. C'est une notion de principe. Donc, monsieur Niaouré, si vous permettez, monsieur Niaouré, c'est ça qui vous fait le plus mal. Monsieur Niaouré, dans ton village, là, à Gagnoa, là, les gens n'ont jamais vu feu tricolore là-bas. C'est Ouattara qui a mis ça là-bas. Comprenez? La route de Ouragayo, c'est Ouattara qui a fait. Ça va chez Gbagbo. OK? Vous comprenez? Quand le président Ouattara est arrivé au pouvoir, vous aviez un vrai problème d'eau potable. Et le ministère donc, des infrastructures a décidé donc de résoudre ce problème. Ils ont regardé dans le département de Gagnoa, il n'y avait même pas de possibilité d'avoir un forage. Tu sais où ils sont allés tirer le forage? À Zambakro. Et cela a coûté 63 milliards de nos francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur Gbagbo, sous lui, la CIB, vous connaissez très bien CIB. Mais CIB a mis la clé sous le paillasson pour un budget de 3 milliards. Monsieur Laurent Gbagbo a fermé les yeux. Or, c'est la seule société dans ta région, dans ton village, qui donnait donc de l'emploi aux jeunes. Monsieur Laurent Gbagbo n'a même pas levé le petit doigt pour régler cette situation. Et il a pris 200 milliards de francs CFA pour venir payer une usine, donc une vieille usine de chocolat, donc à Fulton. Donc, si c'est en matière de gouvernance, on pourra parler. Mais je vais m'arrêter là pour répondre à la question du dialogue. Alors, M. Germain, votre question sur la cohésion. Mais quand vous prenez les 5 piliers donc, du programme de gouvernement du président Hassan Ouattara de 2000 à 2010, savez-vous que le premier pilier concerne la cohésion sociale, le renforcement
de la cohésion sociale et de la paix. Vous comprenez? Et voilà pourquoi nous mettons l'accent sur la cohésion sociale. Et vous voyez donc, même c'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'on voit un général de la gendarmerie aller dans les villages pour sensibiliser les jeunes. Alors que M. Gbagbo, lui tuait ses opposants. Et quand j'ai dit tuer ses opposants, ce n'est pas de la récitation. Où se trouve M. Gueye et toute sa famille? Où se trouve Kamara H? Où se trouve Dakourou Benoît qui vient de ton village, qui vient de Kwakwekou, que moi je connais? Où il se trouve? Parce qu'il a eu le malheur d'avoir comme frère Dakourou Tablé, lui, qui était dans la rébellion. Il a été pris à Abidjan, il a été assassiné et même son corps c'était présent à Gagnoa. Quand son corps est arrivé à Gagnoa, les populations, vos parents, ont refusé qu'on l'enterre là-bas. Son frère, l'évêque, il a eu sa voiture qui a été dégonflée. Chers amis, on connaît la Côte d'Ivoire, on connaît votre gouvernant. Si c'est ça, là, on va en parler jusqu'à demain matin. Voilà. Merci, M. Kokora. M. Niaouré. C'est par respect pour vous que je reste encore sur votre plateau. Je vous le dis honnêtement. Peut-être que ça fuit parce que tu n'as pas le niveau du débat. Non. Vous savez, le problème qu'on a en Côte d'Ivoire, comme au RDR, on ne sait pas ce qu'on appelle une institution. Et c'est un gros problème. On confond l'État et l'homme. Et comme eux, là, le RDR, dans leur secte RDR, c'est l'homme-providence, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'institution. On parle d'une personne. Alors, quand il dit, c'est Ouattara qui a mis l'eau dans ton village, c'est Ouattara qui a mis la route dans ton village. Mais Ouattara, là, son argent, là, il sort d'où? L'argent, là, c'est à lui. C'est l'argent de l'État. Et quand on même parle... pas Gbagbo n'a pas fait autant. C'est ça la question. Vous voulez que je vous réponde? Monsieur Kokora, vous permettez? Vous voyez, c'est ça l'indiscipline au RDR. Ah bon, tout à l'heure, il m'avait interrompu, mais je n'ai rien dit, mais lui, il est offusqué. Non, il faut lui donner 2 minutes de plus. Il va continuer. Quand on parle des institutions de la Côte d'Ivoire, au RDR, on confond l'institution et l'homme. Vous vivez aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne fait même pas de bruit parce qu'on a construit une route. Mais pourquoi nous qui sommes en Occident, on veut instituer ça chez nous, juste parce qu'il y a une route? Alors, on se met à plat ventre devant la personne que Dieu a fait. Mais non, ce n'est pas Dieu. Il ne faut pas déifier les gens. Il faut arrêter avec cette déification des personnalités politiques. Et quand je dis je reviens, je viens dans un débat comme celui-là, c'est pour éclairer les gens. Je ne viens pas pour vaincre. Je ne suis pas là pour vaincre Kokora. Je suis venu pour le convaincre de mes idées. Et mes idées, c'est que l'argent qui a été dépensé pour faire une route à Guiberoua ou une route à Tanda, cet argent n'appartient pas à Alassane Ouattara. C'est l'argent du contribuable. Donc, Alassane Ouattara n'en est pas forcément l'auteur. Il parle de cohésion sociale. C'est sous Alassane Ouattara que la Côte d'Ivoire s'est divisée au vrai sens du terme. Quand on dit diviser, c'est-à-dire faire deux parts d'une entité. Aujourd'hui, là, c'est sous Alassane Ouattara que moi j'ai appris qu'on pouvait faire un rattrapage ethnique, on pouvait donner du boulot à des gens sur la base de leur ethnie. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, moi qui suis en Europe, je ne suis pas là, mais les informations qui nous parviennent, c'est que en Côte d'Ivoire, il faut avoir un nom à résonance spécifique pour avoir du boulot facilement, pour avoir des relations ou à obtenir des choses. M. Kokora devait se sentir honteux de tout ça parce qu'il vit aux États-Unis. Dans l'Arizona où le frère habite, si le sénateur du coin ou alors le gouverneur de l'État a construit une université, est-ce que lui, Kokora, il pourra aller chanter sur tous les toits que le gouverneur a construit tel État? Non, il parlera de l'État de l'Arizona. Mais pourquoi on doit rabaisser nos institutions et puis élever des personnes au lieu de dire, par exemple, que c'est le conseil régional de Gagnoa qui a mis la route ou le conseil régional d'Ibiroa qui a construit des ponts? Pourquoi ne pas le faire et parler d'Ouattara? On a un problème là. Donc, si vous respectez autant l'institution du pays où vous habitez, je crois qu'il est temps, chers frères,
de ramener ça chez nous. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes venus à l'aventure, apprendre et aller donner ça chez nous. Arrêtons la déification des gens. Trop, c'est trop. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, je voudrais, à mon nom personnel, au nom de la direction d'Ivoire TV, vous remercier pour tous ceux qui nous suivent maintenant. Nous avions bien sûr ce soir M. Kokoranzé, président national des bénévoles ADO. Et puis avec M. Kokoranzé, nous avions M. Sébastien Niaoré, chargé de communication du FPI. Et M. Kokora vit en Arizona, ici aux États-Unis, et M. Niaoré en Angleterre. Je voudrais, avec la permission de la régie, c'est vrai que tout à l'heure, comme vous aviez vu, on a été un peu très fermé sur le temps, mais je voudrais, avec la permission de la régie, donner 5 minutes, si la régie me le permet, c'est le mot de fin. Voilà, 5 minutes pour faire un peu l'éventail de tout ce qui a été dit. Voilà, ça c'est vrai. Je crois que j'ai le OK de la régie. Nous allons commencer par... C'est M. Kokora qui a commencé. Non, voilà. Celui qui commence, il a le dernier à terminer. Il faut renverser la tête. Non. La dernière fois, vous avez fait la même chose. Je n'ai rien dit. Mais le principe, celui qui commence, c'est le dernier à finir. Voilà. Ça, c'est le principe. Voilà. Donc, M. Niaoré, c'est le principe de l'émission. Généralement, c'est 2 minutes qu'on donne pour clore. Mais la régie me dit que vous avez 5 minutes. Je voudrais préciser, vous donner une ligne d'intervention ici. Voilà. Nous sommes tous des jeunes Ivoiriens, nous sommes tous Ivoiriens. C'est vrai qu'on vous a entendu avec chacun son appartenance, des divergences de propos, mais ici, c'est un appel qu'il faut lancer à la Côte d'Ivoire. C'est un appel qu'il faut lancer aux Ivoiriens. Après ces élections, qu'est-ce que nous devons faire? Renforcer la cohésion sociale, s'entendre, partager le même plat, se retrouver pour ceux qui visitent les bars, se retrouver des bars, pour ceux qui partent à l'église, se retrouver à l'église. Donc, c'est un appel pathétique et patriotique que je voudrais vous lancer. Je voudrais vous demander de lancer à la Côte d'Ivoire tout entière, surtout aux Ivoiriens. Monsieur Niaoré, votre mot d'espoir, un mot d'espoir en grosso modo. Vous avez 5 minutes. Alors, merci, monsieur. Sans que monsieur Kokora, il a 5 minutes, on ne va pas interrompre quelqu'un, voilà, sans être interrompu. Merci, monsieur Germain. Alors, depuis 2011, quand Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, si Alassane Ouattara avait travaillé à la cohésion des Ivoiriens, si Alassane Ouattara était intervenu dans le sens de la construction d'un État au vrai sens du terme, où tout un chacun des Ivoiriens a les mêmes droits qu'il soit du nord, du sud, qu'il appartienne à l'opposition ou au pouvoir, ou alors que de quelque parti qu'il soit. Si Alassane Ouattara avait travaillé à cela, aujourd'hui en 2020, on n'en serait pas où nous sommes. 31 octobre vient de passer. Le 31 octobre devait être une élection qui aurait permis aux Ivoiriens d'élire un président de leur choix. Très fort malheureusement, Alassane Ouattara, encore une fois, est allé contre la Constitution. Il a violé la Constitution de notre État et il s'est encore érigé en maître du jeu pour une 3e fois de façon illégale et de façon illégitime. Nous les Ivoiriens, quand je dis nous les Ivoiriens, je parle de ceux qui sont contre ce 3e mandat. Nous n'en voulons pas à Alassane Ouattara en tant que tel. Nous savons qu'il y a un système qui est derrière. Il y a tout un système qui est derrière. Parce que hier, Macron, qui avait dit que Alassane Ouattara était un grand démocrate lorsqu'il a dit qu'il ne se présentait plus aux élections, Macron a mis du temps avant d'envoyer une félicitation laconique à Ouattara. Les Ivoiriens ne doivent pas désespérer. Alassane Ouattara doit se dire chaque fois que l'État de Côte d'Ivoire qu'il dirige, c'est un passage qu'il va faire. Il y a un début et il y a une fin. Et donc qu'ils se disent que quels que soient les pas qu'il va poser, c'est l'histoire qui va juger. Nous avons connu la France. En France, le nom Pépin, là, Crépin, ouais, c'est Pépin. Ça n'existe quasiment plus. À cause de quoi? À cause de la traîtrise dont il s'est fait propriétaire. À cause de sa collaboration avec les Allemands.
ce nom-là n'existe plus. Qu'Alassane Ouattara se souvienne que les actes que nous posons sont ces actes-là que les gens qui vont permettre aux gens de se souvenir de nous. Pourquoi le président Laurent Gbagbo, jusqu'à aujourd'hui, 10 ans plus tard, il n'est plus président? Pourquoi le président Laurent Gbagbo est toujours dans le cœur et dans l'esprit des Ivoiriens? Parce qu'il a traité les Ivoiriens avec respect et courtoisie. Certainement, il a fait des erreurs au cours de sa gouvernance, forcément, parce qu'il est humain. Et toute personne, tout humain doit faire des erreurs. Sauf Alassane Ouattara n'a jamais commis d'erreur, comme les gens qui sont autour de lui portent à le croire. Donc, qu'Alassane Ouattara se dise qu'il sera jugé, pas pendant son règne, parce que pendant qu'il a le règne, il a les armes, il a le pouvoir, il a les manettes. Donc, il ne sera pas jugé. Mais l'après Ouattara sera là où on devra le juger, où les universités qui portent son nom aujourd'hui, les stades qui portent son nom, c'est après cela qu'on verra effectivement qu'il mérite cela. Donc, qu'ils réfléchissent, qu'ils pensent à ces jeunes générations-là. Les Ivoiriens qui meurent dans l'Atlantique, dans les eaux, les Ivoiriens qui fuient le pays, ceux qui sont en exil, ceux qui sont morts, les hommes politiques qui sont emprisonnés, que Alassane Ouattara mette de l'eau dans son vin et qu'il regroupe, qu'il arrive à mettre un peu d'humilité en lui et qu'il se dise que la Côte d'Ivoire est une et indivisible et qu'il ouvre les portes de la Côte d'Ivoire aux exilés politiques, qu'il ouvre la porte des prisons, à commencer par les députés Afin Guessan et les Loboniens ou autres, que tout le monde se retrouve autour d'une même table et qu'ils deviennent un peu plus humbles, un peu plus humains pour permettre aux Ivoiriens de commencer à se reparler. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont un peuple amical, un peuple fraternel et un seul acte qu'il aura posé pour libérer tous les prisonniers politiques, cet acte-là, ce seul acte permettra aux Ivoiriens de se mettre encore ensemble. C'est lui qui est le maître du jeu, c'est lui qui a les clés, c'est lui qui a tout en main. Donc, à lui de jouer franc jeu aujourd'hui et que ce ne soit pas un dialogue de façade comme il a fait croire au monde entier jusqu'à aujourd'hui. J'ai espoir qu'il est capable de le faire et il n'est jamais trop tard. Monsieur Kokora, votre mot d'espoir, votre dernier mot. Ok, voilà, merci infiniment pour cette occasion qui m'a été donnée donc de parler de mon pays, de la Côte d'Ivoire que j'aime, et de parler plus spécifiquement de la gouvernance du président Alassane Ouattara. Alors, je voudrais donc rappeler à M. Niaouré qu'il n'est pas une contradiction près. Quand il dit que on essaie de confondre M. Ouattara aux institutions, lorsque c'est de bonnes œuvres, il souhaite qu'on ne les mette pas sur le compte de l'individu Alassane Ouattara, mais sur le compte des institutions. Mais c'est lui tout à l'heure qui était en train de brocader M. Ouattara, donc de tous les actes qu'il avait posés, mais il a posé ces actes en tant que président. Mais quand c'est bon, il faut mettre ça sur le compte des institutions, mais quand c'est mauvais, il faut coller ça à la peau de M. Ouattara. Donc, voilà dans quelle posture vous êtes, mais on vous connaît, ce n'est pas la première fois qu'on vous écoute, vous n'êtes pas à une contradiction près. Vous avez parlé des rattrapages. Oui, quand il y a rattrapage, ça veut dire qu'il y a retard. Sous votre régime, les nordistes étaient considérés comme des assaillants. Les Djoulas, pour vous, c'était des assaillants et n'étaient même pas acceptés dans certains concours. Moi, je connais, comme je l'ai dit, je connais Gagnoua, j'ai pratiqué beaucoup de militants du FPI, des cadres au haut niveau. Les nordistes, je le dis très clairement, parce que vous avez tendance à nier la réalité que nous avons vécue dans notre pays. À la Sorbonne du plateau, on faisait les listes. Et les listes, c'était les Bété, les Dida, les Agni, les Abé, les Ati, et un peu les Guéré. Les Djoula étaient exclus systématiquement. Et comment on appelle son père à son âme, Désiré Tagro, était le ministre de l'Intérieur. Il a dit à une réunion du comité central du FPI que lui, il donnait un tiers à la présidence au niveau du concours de police, un tiers au parti et un tiers donc aux jeunes patriotes. Vous comprenez? Et donc, comme ces gens-là, pour vous, c'était des traîtres, c'était des assaillants, mais ils n'étaient pas acceptés. Donc, s'il y a rattrapage, ça veut dire qu'on rattrape un retard. Nous ne sommes pas complexés par cela. Parce que sous votre régime, combien de nordistes vous avez nommés? Ce sont des gens de votre famille, ce sont les frères et sœurs de M. Laurent Gbagbo. Et donc, il fallait rattraper ce retard. Et ce retard a été rattrapé. Nous sommes aujourd'hui au même pied d'égalité avec toutes les autres ethnies. C'est ça le plus important qu'il faut noter. Parce que souvent, vous essayez de dénaturer les propos des gens. Vous avez dit, sous M. Ouattara,
la cohésion n'a pas été au centre donc, de son action de gouvernement. Mais on ne peut pas dire, nous ne disons pas que tout est à 100% bon. Mais cher monsieur Niaouré, vous savez très bien qu'après la crise post-électorale, tous ceux qui ont commis des crimes, qui ont brûlé des gens à Yopougon, un peu partout dans la Côte d'Ivoire, qui avaient fui et qui étaient au Ghana, près de 300 000 personnes. Aujourd'hui, toutes ces personnes sont rentrées et ont même bénéficié d'indemnités d'installation. Monsieur le général, qu'on appelle le maréchal Kabé, qui a pris une part active dans la guerre, qui était le commandant au niveau de la FESI, qui faisait tuer les gens, parce que c'était une milice à la solde du FPI, cher ami. Mais ce monsieur, quand il partait, il était commandant. Quand il est revenu, il est devenu lieutenant-commandant, lieutenant-colonel, cher ami. C'est ça, les actes de M. Ouattara. Vous comprenez? Les cadets Bertin ont été nommés. Et Yaopo André est retourné enseigner à l'université. Michel Gbagbo, donc, qui était docteur, aujourd'hui il est devenu professeur à l'université. Vous comprenez? Sans compter l'indemnisation donc, des victimes. Près de 10 milliards ont été décaissés pour indemniser donc, les victimes de la crise post-électorale. Mais vous, à votre temps, qu'est-ce que vous avez fait? Quand vous essayez de dédouaner M. Laurent Gbagbo, mais sur lui, la Côte d'Ivoire était devenue infréquentable. Sous lui, quand vous n'êtes pas d'accord, c'est l'assassinat. Combien d'organes de presse n'ont pas été brûlés sur M. Laurent Gbagbo? Le seul journaliste RFI, donc qui disait des choses qui ne vous plaisaient pas, vous l'avez tué en plein plateau. Mais aujourd'hui, écoutez RFI, écoutez donc tous ces journalistes de TV5 et France 24, ils disent des bêtises à l'encontre du gouvernement, mais ils ne sont inquiétés nullement. C'est ça un état de droit. Nous ne disons pas que nous avons construit la Côte d'Ivoire comme les États-Unis, mais nous avons mis beaucoup d'efforts à nettoyer vos bêtises que vous avez créées lorsque vous étiez au pouvoir. C'est ça la gouvernance du président Hassan Ouattara. Et donc, je dis, ce que vous avez préparé, et là, je vais insister là-dessus, si la Côte d'Ivoire n'était pas véritablement réconciliée, si la réconciliation n'était pas une réalité et que la cohésion sociale n'était pas effective, cher ami, votre projet allait porter. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on a vu? Dans vos villages, les opposants utilisent les villages comme base donc, de déstabilisation et de violence. Daoukro chez M. Bédier, comme on appelle Bonois chez Mme Gbagbo, ou encore, je ne sais pas, Bongwanou chez Afingissan. Vous vous servez de vos propres villages pour essayer de brûler la Côte d'Ivoire et tous les, comme on appelle, 322 000 km², cher ami. Mais il n'y a pas eu de trouble là-bas. Mais c'est la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et tout à l'heure, vous avez fait une grosse erreur en disant qu'on parlait de Crépin. C'est Pétain, c'est le général Pétain. Donc, vous qui parlez du niveau des gens. Non, attendez. Les donc, noms, voilà. voilà. Donc, essayez de rafraîchir votre mémoire donc, avant de sortir dans certaines choses. Parce que c'est ça aussi, vous avez dit, vous êtes linguiste. Non, cher ami, quand vous avez parlé, je n'ai pas parlé. Non, il m'a coupé, il faut que je continue. Non. Donc, j'ai dit, l'appel que je vais lancer aux Ivoiriens, 30 secondes. C'est de faire barrage à tous les fauteurs de troubles, à tous ceux qui vont les appeler, qui n'ont aucun programme pour eux. Vous, les jeunes de Côte d'Ivoire, sous M. Laurent Gbagbo et sous M. Bédier, quels sont les programmes donc, de création d'emplois que ces deux personnalités, quand ils dirigeaient le pays, ont mis en place pour vous trouver du boulot? Zéro emploi sous M. Gbagbo, zéro emploi sous M. Bédier. C'est sous M. Ouattara que nous avons des programmes de création d'emplois. Merci, M. Kokora. Chers amis d'Ivoire TV, merci d'avoir suivi cette émission. Bien sûr qu'aujourd'hui, je recevais en direct via Skype sur notre page officielle Facebook. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Monsieur Kokora Nzi, qui est le président national des bénévoles ADO. Il est avec Monsieur Kokora Nzi, bien sûr, Monsieur Sébastien. Je suis le porte-parole du RHDP chargé de communication aussi. Voilà, le porte-parole du RHDP chargé de la communication. Nous avons survolé la crise politique en Côte d'Ivoire. Bonsoir, merci, dormez bien. C'était Germain Kwasi, votre serviteur habituel depuis les États-Unis. Merci de nous avoir suivis. Merci de suivre Ivoire TV. Et merci aussi de vous abonner sur notre page officielle Ivoire TV sur Facebook. Bonsoir. Dormez bien, c'était Germain Kwasi depuis New York. Bonsoir à vous. Merci et bonsoir. Voilà. Bonsoir. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.